Le sponsor du jour, c'est un podcast de la banque HSBC. Je dis souvent que l'une des raisons pour lesquelles je fais le rendez-vous tech, c'est que je pense qu'on ne peut plus comprendre la société aujourd'hui si on ne comprend pas la tech. Et s'il y a un autre domaine qui est aussi important, voire même plus important, c'est évidemment l'économie. Et il y a un podcast qui a été créé par la banque HSBC qui est dédié au sujet et qui s'appelle Les nouvelles voies de l'économie. Dans l'émission, ils explorent des thèmes qui changent la manière dont on comprend la société et ils nous expliquent comment on peut tous prendre part à ces changements. Chaque épisode fait 10 à 15 minutes et vous trouverez l'émission dans votre app de podcast. Merci les nouvelles voies de l'économie et merci HSBC. Salut à tous, un épisode un petit peu particulier comme prévu puisque c'est l'épisode qu'on a enregistré en direct, en live au Paris Podcast Festival. Et donc c'est pas un épisode où on traite d'actu-tech mais où on regarde, on réfléchit, on discute du podcast et de la manière dont il change un petit peu le panorama des médias en France, la manière dont il y a différents podcasts, comment ils sont arrivés là, comment ils ont fait évoluer même le média du podcast lui-même, donc l'influence de la tech d'une certaine manière, d'un point de vue technologique directement, et puis aussi ce que ça peut impliquer au niveau production, au niveau éditorial, et peut-être, si on regarde les choses de manière un peu plus large, la manière dont ces nouvelles possibilités qu'ont amené la tech ont changé l'univers de l'audio et l'univers des médias dans cette catégorie. Donc c'est un podcast, comme je le disais, un petit peu différent, qui sera peut-être intéressant pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au podcast spécifiquement, mais aussi ceux qui ne savent pas exactement d'où ça vient, comment ça fonctionne, donc comprendre un petit peu plus tout ça, comme on aime le faire dans l'émission, et puis surtout un moment sympathique passé avec notamment spécifiquement Corentin, Siegfried et Anouk, que je remercie encore une fois d'avoir participé. J'espère que ça vous fera passer un bon moment dans les transports ou pendant que vous faites le ménage ou même au boulot ou là où vous écoutez l'émission. Et puis on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre épisode un petit peu plus classique avec, j'allais dire les clowns, mais non, les amis de l'équipe d'Upload, ou certains d'entre eux en tout cas. Bonne écoute et puis à la semaine prochaine. Donc bienvenue au Paris Podcast Festival pour ce live du Rendez-vous Tech de Patrick Béja. Donc pour les trois peut-être du fond qui ne savent pas ce qu'est le Rendez-vous Tech, j'ai noté quelques facts sur ce podcast. C'est un des podcasts les plus vieux de France puisqu'il a fêté ses 10 ans en début d'année. C'est un des podcasts les plus généreux puisqu'il en est à 319 épisodes. Donc c'est une bataille qu'il se livre avec l'apéro du Capitaine, autre podcast sur la tech. C'est des épisodes qui sont parfois enregistrés dans des aéroports russes, des appartements parisiens ou des chalets finlandais, car Patrick voyage et c'est un citoyen du monde, comme vous le savez. Et enfin, c'est parfois des tutos, surtout sur l'utilisation de l'Apple Watch, qu'il l'exergue, car elle a un côté lampe torche qui serait très très utile. Car Patrick est un peu fanboy des produits de la pomme. Mais le Rendez-vous Tech, c'est surtout un regard bienveillant, un plaisir de partager et une voix de la tech en France. Donc, bon podcast à tous. Et vous pouvez l'applaudir pour qu'il vienne sur scène. Bonjour, vous allez bien ? Je conteste formellement cette idée que je sois fanboy Apple. Je tiens à ce que ça soit précisé. Bon, alors, on est entre amis, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut pour les podcasts. Et on va vous parler aujourd'hui un sujet beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Qu'est-ce que c'est qu'un podcast ? Qu'est-ce qu'un podcast ? Et on a des gens formidables à la table, au bar, pour discuter de tout ça. Nous, on est au bar, nous, personnellement. Oui. Ça manque de bière quand même, mais bon. Que je vais laisser se présenter eux-mêmes, s'ils acceptent, parce qu'on en discutait tout à l'heure et ils me disaient qu'ils aimeraient bien... Bon, on va voir. On a Corentin, Siegfried et Anouk. Ils représentent des segments un petit peu différents de l'univers des podcasts, qui est lui-même assez varié. Et je pense qu'on a un bon panel là pour essayer d'aborder tous les aspects de ce média formidable que nous aimons tous tellement. Alors on va commencer avec Corentin qui est le plus loin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Tout à fait, Patrick, je peux me présenter. Je m'appelle Corentin Lamy, je suis journaliste au Monde, à la rubrique Pixel du Monde. Depuis 3 ans, je fais des podcasts depuis 2013, début 2013, un podcast qui s'appelle ZQSD, qui est un podcast
de jeux vidéo. Et depuis 2 ou 3 mois, non même pas, depuis 2 ou 3 semaines, je fais un autre podcast qui s'appelle Vérifiction, qui est un podcast qui, comme son nom l'indique, vérifie des œuvres de fiction, où on vérifie, on fact-check en fait. Ça c'est le côté Le Monde un peu. On essaie de faire du podcast un peu avec un peu moins de bière. Tu veux dire contrairement voilà, aux autres. Très bien. Tout à fait. Voilà, c'est mon Merci. CV. Non, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'entends. Donc merci Corentin. Alors- Siegfried, qu'on a beaucoup hésité à inviter. Voilà, Ceux qui mais- connaissent son émission comprendront pourquoi. Finalement, tu as fait l'erreur de m'inviter. Donc moi, c'est Siegfried, on me connaît surtout sous le pseudonyme de Captain Web. Je suis dans un podcast qui s'appelle L'Apéro du Captain, qu'on fait depuis 2009. Ça fait notre 10e anniversaire aussi. On a commencé un peu plus tard que Patrick. Je suis pas journaliste, donc voilà. On parle de technologie, principalement, pour commencer. Bon, on commence à parler de technologie, puis après on dérive peu à peu jusqu'à des faits divers sordides qui finissent l'émission. Mais comme de toute façon on a trop bu, c'est pas grave, on s'en souvient plus après. Très bien, merci Siegfried. Et Anouk Perry, qui se joint à nous aussi. Ça va Oui, ça va. Écoute, moi, je me suis lancée dans le podcast début 2018, donc il y a quasiment 2 ans. À la base, c'était juste parce que j'avais envie de créer un peu des enquêtes audio sur un ton... Enfin, tout en restant sérieux, sur un ton plutôt amusant. Et je trouvais que ça manquait en France de fun et ça manquait surtout d'originalité dans les réalisations de podcasts. Donc j'ai lancé juste ma chaîne perso en me disant, bon, je vais juste faire des formats qui me plaisent, sur des sujets marrants. Donc le tout premier sujet, c'était... pourquoi les Kevin se font tracher, ça s'appelait La malédiction des Kevin. J'avais fait un reportage sur comment ça se passe un gangbang dans la vraie vie, parce que je me disais, en fait, en podcast, on n'a pas de censure, donc on s'en fout de parler de cul et on s'en fout de vraiment aller sur un gangbang, enregistrer le son d'un gangbang. Et puis après, j'ai bossé avec des boîtes de prod, avec Binge Audio, Nouvelles Écoutes et Arte Radio. Voilà, et je continue ma chaîne perso en parallèle. Merci Anouk. Alors, on va avoir une session de questions-réponses tout à l'heure, en fin de session. Donc, commencez à penser à des questions intelligentes et embarrassantes. Non, juste intelligentes, juste la première. Avant de se lancer, j'aimerais demander... Alors, il y a des anciens, mais combien de gens parmi vous, je ne vois pas très bien, combien de gens parmi vous écoutent des podcasts depuis... on va dire le tout début 2006. Ah, il y en a quelques-uns. Wow. Si on remonte à la première renaissance du podcast, après, bien sûr, plus personne n'écoutait de podcast pendant 6 ans. En 2012, c'est 2012, Serial Les gens qui savent. 2016. Non, 2014, Serial, 2014. le tout premier. 14, 2014, ouais. 2014. Bon, on va voir un tout petit peu plus haut. 2012, est-ce que certains d'entre vous écoutaient des podcasts? Ah, quand même, pas mal. Et plus loin que 2012, il y en a quelques-uns. Très bien. Bon, effectivement, les podcasts existent depuis un bon moment. Et certains d'entre nous connaissent les aspects techniques de ce merveilleux média. Je voudrais parler aujourd'hui donc de ce qu'est un podcast. Et pour parler de tout ça, je crois qu'il y a 3 domaines qu'il faut aborder, qui sont plus ou moins liés. Le premier, c'est l'aspect technique. Et je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'il y en a qui vont s'endormir, mais on est quand même dans le rendez-vous tech, donc je vais évoquer la chose. Il y a l'aspect production, qui est hyper important, et l'aspect éditorial, qui a également son importance également. L'aspect technique, je vais poser la question aux podcasteurs qui sont là. Oui, d'ailleurs, rien que de dire ce mot dans ce contexte me rappelle une période difficile où podcasteur était attribué à un autre type de métier lié à l'Internet. Les youtubeurs se sont appropriés étrangement ce terme. Je suis bien content que ça ne soit plus le cas, mais on est passé par des étapes intéressantes. L'aspect, d'un point de vue technique, d'un point de vue même, on va dire, l'importance du produit que vous proposez, selon vous, quel est l'élément le plus important sur lequel vous ne devez pas perdre la main dans le podcast? À mon avis, c'est la diffusion, à savoir le fait de pouvoir contrôler le XML. Pour nous, en tout cas, c'est le fait de pouvoir contrôler le XML, d'avoir nos propres serveurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que si on veut faire un changement quel qu'il soit, ou si on voulait demain changer de serveur, ou avoir la main sur ce flux qui en fait sert à syndiquer les podcasts et à envoyer à toutes les applications et aux différents médias nos épisodes, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ouais. Corentin. Tu veux parler d'un point de vue uniquement technique? Ouais, d'un point de vue technique. Disons Technique de que diffusion ou technique plus générale? technique de diffusion aussi, mais moi, la manière dont je l'envisage, c'est un petit peu comme Siegfried. L'importance
du flux RSS est vital pour moi. Mais je me demande si c'est pas parce que je viens de cette école hyper old school où je faisais tout à la main, j'écrivais mon flux RSS à la main et tout. Ah, je le fais encore. Mais tu le fais encore, tu fais le flux à la main. Ah ouais, bloc-notes, c'est vraiment le truc dont je me sers le plus avec un micro. Mais vous êtes malade, les gars. Je sais pas faire autrement. Il y a d'autres moyens, je sais pas, vraiment, je sais pas. Personnellement, je note rien à la main, tu vois, donc je comprends même pas de ce dont vous Alors, c'est ça qui est marrant, effectivement. Pour moi, le flux RSS, c'est l'essentiel, c'est ce à quoi s'abonnent les gens quand ils utilisent une app de podcast. Ils cherchent un nom de podcast, derrière il y a un flux RSS et ils vont s'abonner à ce flux. Si jamais on ne fait pas, on veut changer d'hébergeur ou de quoi que ce soit et qu'on n'a pas la main sur le flux, on peut du coup ne plus réussir à mettre à jour les épisodes, les nouveaux épisodes, et les gens qui sont abonnés, ils sont abonnés à l'ancien. Voilà. Donc pour moi, c'est hyper important justement le flux. Mais toi, Anouk, tu n'as pas du tout cette vision de la chose. Non, après c'est important pour moi de comprendre à peu près comment diffuser partout, c'est-à-dire sur toutes les applications de podcast, sur Spotify, Deezer, et rien que ça, ayant eu plusieurs amis autour de moi qui se sont lancés plus ou moins récemment dans les podcasts, je devais prendre 1 heure pour leur expliquer, ok, comment on fait pour faire en sorte que ce soit diffusable, parce que c'est pas expliqué en fait, faut fouiller. Et moi, quand je me suis lancée il y a 2 ans, c'est quelqu'un qui m'a expliqué, parce que pour le coup, il y a 2 ans, il y avait encore moins d'articles pour l'expliquer. Et mais du coup, toi, tu utilises... Pardon, vas-y. Ouais, et non, après, moi, j'utilise actuellement, j'utilise Acast. Avant, au tout début, j'étais diffusée sur SoundCloud, qui peut permettre de créer un flux RSS. Mais même chose, il faut aller le chercher. Puis après, quand tu publies un épisode, il faut bien cocher « Intégrer au flux RSS », qui n'est pas fait automatiquement. Donc, il faut avoir cette petite logique en tête. Et ensuite, quand je suis passée chez Ocha, dans un premier temps, c'est Ocha qui a récupéré le flux RSS de SoundCloud, puis récupéré tous les épisodes, puis a généré un nouveau flux RSS en prenant les deux. Puis après, Acast, même chose. Donc j'ai fait des petits sauts de lémurien entre chaque. C'est ça. Moi, je crois que je suis encore... si je peux expliquer cette méthode incroyable qui est la nôtre en 2 mots, je fais un peu ça aussi. On publie sur SoundCloud, je vais récupérer le flux RSS de SoundCloud, je copie-colle les bouts et je le mets dans notre propre flux RSS. C'est un peu sale. C'est un peu sale, mais finalement, j'ai vraiment appris comme ça au fur et à mesure, notamment grâce à Quacos de l'apéro du Capitaine ou aussi aux gens de Gamerside que je remercie parce qu'ils nous ont aidés au début à nous expliquer comment ça se passait. Ouais. Mais vraiment, on a appris. Enfin, moi, je sais que j'ai appris complètement à l'arrache comment ça marche. Et je sais, pour moi, c'est vraiment de la magie en fait. Honnêtement, je sais pas très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Et si tu me demandais de l'expliquer, je saurais pas. Mais c'est ce qu'on bricole comme ça depuis le début et ça se passe quoi. Ouais, mais le flux RSS, celui de l'apéro, je sais que moi, je l'avais passé à pas mal de monde qui commençait le podcast. Et à chaque fois, je leur file un fichier qui est vide en fait pour montrer comment on fait. Après, c'est juste du remplissage. Hein, c'est assez simple au niveau du. Pareil, moi aussi, j'ai envoyé le flux RSS ou j'ai même fait des flux RSS à des gens qui se lançaient. Le partage. Ouais. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que cet esprit de partage fait aussi vachement partie du podcast. Moi, il y a plein de gens qui encore aujourd'hui m'envoient des messages par Messenger ou par Twitter ou ce que c'est, qui ont des questions. Et je prends toujours le temps de les aider, autant que je peux. Et il y a un esprit vraiment communautaire dans le podcast. Mais en même temps, comme tu le disais, Anouk, on est en train d'arriver à une période où on n'a plus à s'emmerder avec toutes ces conneries, où on a des outils qui sont un petit peu clés en main, qui vous permettent de faire des podcasts. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Je t'écoute, vas-y. Écoute, justement, il y a des trucs comme Ocha au hasard. Je ne sais pas s'il est possible de transférer les flux RSS depuis Ocha, mais tout ça pour dire que, pour moi, cette histoire de flux RSS, moi qui suis un techos vieux de la vieille, c'est le truc qui m'obsède complètement. C'est pour ça que je passe par Feedburner. Et bon... C'est un aspect de la chose qui est assez importante pour les anciens. Mais c'est un aspect qui est finalement minime dans l'histoire du podcast, je crois, parce que maintenant qu'on arrive à un moment où c'est beaucoup plus facile de faire un podcast, toi, tu es encore passé, tu as essuyé les plâtres de SoundCloud et des trucs comme ça, mais il y a des outils beaucoup plus simples. On arrive à une période où de plus en plus de gens peuvent se mettre à faire des podcasts et où le podcast connaît une transformation permanente de ce qu'il est. Il y a un autre aspect qui est moins technique, mais qui est la question de la production et des coûts de production qui, pour moi, est hyper important et qui définit le podcast autant que cette idée de flux RSS qui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais... Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un flux RSS maintenant qu'on va parler pendant 10 minutes. Le flux RSS, en fait, c'est un fichier auquel va se référer vos applications de podcast que vous allez mettre à jour à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, de manière à ce que l'application de podcast sache qu'il y a un nouvel épisode et puisse le télécharger. Donc c'est vraiment pour moi le cœur de votre émission. Et de la même manière que ça, c'est hyper important, les coûts de production contribuent autant
à ce qu'est le podcast aujourd'hui. C'est ce qui a permis au podcast d'exister finalement. Mais j'aimerais savoir, vous, comment est-ce que vous appréhendez de manière un petit peu différente, parce que nous trois, on est un petit peu de la vieille école, on se réunit autour d'une table et on parle et voilà, et on a un podcast, hop, c'est emballé. Même si moi, ma table, elle est virtuelle de plus en plus avec l'utilisation par Skype, mais Anouk, toi, tu as une vision un petit peu différente de l'aspect production. Peut-être qu'on va commencer là encore par les anciens. Salut Les coûts de production, Qu'est-ce que t'as compris dans les coûts de production, comment est-ce que ça... Quelle importance ce que ça a coûte pour le vous, quoi podcast, comment c'est les moyens nécessaires D'une pour, certaine manière, ouais, pour démarrer. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on pense... Si on remonte à 2006, quand j'ai commencé, ou 2012, 2010, 2011, quand ils ont commencé, je fais la moyenne entre 2009 et 2013, pour diffuser de l'audio sur Internet, enfin, même pas, pour diffuser de l'audio tout court, il fallait être une chaîne de radio. Mais bon, donc là, je vous pose la question, les coûts de production, c'est forcément important. Bah oui, d'ailleurs nous au début on n'avait clairement pas les moyens de faire nous-mêmes des podcasts, c'est pour ça qu'on les a fait pendant 1 an ou 2. Voilà. En fait je suis ici, je suis le bras droit de Siegfried ici, je suis là pour... Mais c'est vrai que pendant 1 an ou 2, sans vous, on aurait clairement pas pu faire de podcast. À vrai dire, on n'aurait même pas eu l'idée en fait. On savait pas, on n'avait pas la structure, on savait pas comment faire, et on savait pas. Vous nous avez vraiment, je vais pleurer, je vais être très ému. Non mais on a besoin de gens pour t'apprendre à un moment donné. Tu dis vous n'aviez pas les moyens pour faire un podcast, il faut un micro et c'est tout. Ah ouais, mais il faut avoir l'idée, ça déjà, tu vois, c'est pas évident. Ah oui, d'accord. Il faut un micro, un effectivement, PC, un chat, il faut un lieu aussi quand même. C'est quand même. Enfin, je sais que toi tu t'en passes, mais c'est quand même, quand on est une bande de 8 personnes comme on était au début, c'est quand même plus évident d'avoir un lieu pour se réunir. Surtout quand l'idée de base, nous, était de se réunir d'abord et de faire un podcast après. Et finalement, faire le podcast, c'était pas très très important. Donc, tu as forcément besoin d'un minimum de matériel qui vient avec le savoir-faire aussi, je pense. Nous, on avait la chance, en fait, donc moi j'ai une société qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, avec Sharon qui est ici dans la salle, et on a la chance d'avoir un lieu en fait qu'on a dédié à un studio. Donc on a pu installer des micros, installer notre Quacos, qui est notre ingénieur du son, a rapporté au tout début son propre matériel, à savoir on a acheté juste 4 micros, des bonnettes, et Quacos a rapporté sa carte son et son ordinateur. Et là on avait un lieu en fait qui était dédié à ça, et un gros avantage c'est de ne pas avoir à démonter et à tout remonter à chaque fois, parce que ça on s'en rend pas compte, mais en fait c'est un gros problème qu'on doit faire ça. Et vous aviez eu le problème, je crois, entre guillemets, quand vous travaillez après, ensuite, ouais. Chez JV, voilà, vous aviez à chaque fois, vous deviez démonter le matériel et tout remonter. Ouais, maintenant, on a notre propre studio qui est en dur, entre guillemets, mais c'est vrai que pendant une période de transition, on devait tout monter, démonter, ça peut ralentir assez vite. Voilà. Après, le matériel en lui-même, ça ne coûte pas forcément cher. Aujourd'hui, c'est très abordable. On peut faire du podcast avec un ordinateur tout simple. Utiliser le micro, c'est possible. On n'aura pas la meilleure qualité en termes de son, mais tout le monde peut faire du podcast aujourd'hui, quasiment. Et ça, c'est vrai que... Mais pour parler de la question des moyens, effectivement, nous, quand on s'est émancipé de la cave de l'apéro, c'est parce qu'on avait lancé, à ta suite d'ailleurs sur Patreon, on avait lancé notre propre Patreon qui nous avait rapporté un peu de sous, qui nous avait permis d'investir dans des micros, des trucs, ce qui n'est pas évident. Acheter du matériel pour 8 personnes au début, a priori, quand tu es journaliste, pigiste, donc fauché, c'est pas non plus super pratique. Donc du coup, la question des moyens de production, elle s'est posée, et la réponse qu'on a apportée, d'abord, elle a été... l'entraide entre podcasts, et ensuite ça a été réussir à générer au moins quelques centaines, 1 millier d'euros par mois qui nous permettaient d'acheter du matos, des PC, des micros, des machins, C'est marrant parce que vous voyez ça, moi j'ai tendance à regarder la chose du point de vue de les médias, ça coûte cher. Et vous dites, on est des gens normaux et on n'a pas forcément les moyens d'investir des centaines d'euros dans du matériel pour diffuser notre truc. Mais ce que je vois, moi, c'est, au final, vous avez investi quelques centaines d'euros. C'était mon cas aussi au départ quand j'ai lancé mes premiers épisodes. Et vous avez une émission qui est disponible sur Internet pour l'ensemble de la Terre, pour quelques centaines d'euros. Et moi, il y a un truc complètement magique que j'ai toujours... je veux dire, c'est à ça que je pense, moi, quand je pense au podcast. Et du coup, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais Anouk, du coup, toi, quand je dis ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas j'en sais rien, moi, des actionnaires derrière, encore que les Vic, Eagle peut-être, mais vous n'avez pas des actionnaires derrière qui vous disent « Attention, il ne faut pas dire ça, machin ». Mais Anouk, toi, tu as une approche de la production qui est un petit peu différente. Il y a quand même cette histoire de coût, j'imagine, mais...
tu n'aurais pas pu faire ça, ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, il n'y aurait pas eu Internet, mais il y a quelques décennies, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, tu peux. Comment est-ce que tu approches ta production ? Je sais pas, je pense que quand je vois un obstacle impossible d'un point de vue budgétaire, je trouve juste des ficelles narratives pour passer outre. Alors ça, c'est une réponse qui peut sembler un peu sortie du chapeau, mais je pense que quand je me suis lancée, je me suis juste dit, ok, je vais faire des sujets sur... Enfin, en gros, déjà, en termes de budget, quand je suis partie du site où je bossais avant, mes anciens collègues m'ont offert un enregistreur, un Zoom H4 qui a une qualité semi-pro qui vaut quelque chose comme 150 €, je pense. J'ai un pote qui me devait des sous, du coup, qui m'a filé 2 micros à la place. Et l'ordinateur, j'avais un petit ordi tranquille, tout simple chez moi. Donc, en termes d'argent, j'ai pas mis d'argent au tout début. Après, il y avait du temps. C'est-à-dire que je suis passée au chômage tout d'un coup et je me suis dit, OK, j'ai du temps. Donc, j'ai pas envie de faire simplement un talk. J'ai envie de faire quelque chose plus travaillé en termes de narration, où on raconte une histoire, où il y a de la voix off, où il y a un peu des différentes unités temporelles dans un seul podcast. Et la question, c'était plutôt comment faire. Donc, comment faire pour se former aussi. Ça prend du temps. Et pour se former à... se former à la technique, c'est-à-dire que j'avais jamais touché un ouais. enregistreur avant, j'avais jamais pris du son, du coup, il fallait que j'apprenne. Du coup, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Donc là, c'est grâce à YouTube, grâce aux podcasteurs youtubeurs. Et en approche de production, je sais pas, en fait, parfois, c'est impossible parce qu'il faudrait effectivement prendre un avion pour aller à l'étranger. J'ai pas les moyens. Bon, je vais juste passer un coup de fil et puis après expliquer en voix off pour que ce soit pas trop long. Enfin, je cherche toujours des solutions qui permettent d'approcher différemment le budget. C'est marrant parce que là encore, on se rend compte que pour dire les choses de manière un petit peu bateau, si on veut, on peut, quoi. Ouais, mais c'est beaucoup de débrouille, quoi. C'est pas au-delà de si on veut, on peut, c'est si on a la bonne idée, on peut. En fait, je dirais que c'est plus ça. Et il y a des moments où les idées t'ont un petit peu arrêté ou... Je sais pas, mais imaginons si je veux faire un reportage sur la crise en Syrie, c'est possible. Mais bon, ça risque d'être un peu boring si je reste dans mon petit canapé en France, quoi. Ouais. Donc, je peux faire des choses très approchables. Il y a quand même une limite de peut-être que moi-même je me limite à des sujets accessibles. Et actuellement, c'est un peu ma problématique sur ma chaîne où je me dis j'ai envie d'aller un peu plus loin que de faire que des reportages, interviews en Île-de-France. J'ai envie d'aller un peu plus loin que de parler que de sujets que je maîtrise bien. Et là, c'est un nouveau challenge. Ouais, c'est un challenge parce que financier tout bêtement ou parce que t'as pas le temps ou... Non, je pense aussi d'encadrement, c'est-à-dire que vu que je suis totalement autonome et seule sur ma chaîne perso en tout cas, j'ai pas de rédacteur en chef, j'ai pas forcément un entourage j'ai même pas du tout très peu de journalistes ou alors c'est pas des amis, c'est des connaissances. Ouais. J'ai personne non plus de techos en termes de son dans mon entourage proche. Donc après, je sais où trouver les ressources, je sais à qui poser des questions sur Internet si besoin. Mais je pense qu'il y a un manque de cadre qui, au début, peut être vraiment cool et qui m'a permis de tester plein de choses parce que personne me disait « fais pas ça ». Et du coup, je l'ai fait. Mais qui a sa limite Histoire du podcast. Mais qui a sa limite quand on se dit et comment aller plus loin. Et là j'en suis à ce moment où je me dis va falloir investir de l'argent, va falloir vraiment peut-être rencontrer d'autres personnes pour faire en sorte d'évoluer et de sortir de ce côté un peu cool et débutant pour partir juste sur une nouvelle aventure, quoi. Ouais. Là encore, je pense à ce qui existait avant et ce qui existe toujours, c'est-à-dire la radio. Et quand tu dis il n'y a pas de rédac chef, il n'y a pas de si je veux faire un truc avec la Syrie, c'est pas possible. Eux, ils ont effectivement plus de moyens. Et ils sont aussi présents sur les podcasts. D'ailleurs, petite question en passant, la radio en podcast, vous pensez que c'est du podcast ou que c'est pas du podcast ? On fait de la provoque, hein, on est... Après, on peut se demander si le podcast, c'est pas de la radio, parce que podcast, c'est juste un mot qui a été inventé par un journaliste en contractant iPod et broadcast. Donc broadcast, c'est diffusion. Donc, au fond, ça reste de l'audio. Donc, voilà. Est-ce que c'est de la radio ? Alors, il y a les deux questions. Pour moi, c'est podcast natif. Podcast natif, il y a le terme qu'on utilise. Mais du coup, est-ce que les podcasts en replay radio, c'est du podcast ? C'est écouter tel un podcast. Moi, j'ai aucun problème à le dire, et d'autant que je le disais en coulisses, moi, les seuls podcasts que j'écoute, c'est les podcasts radio, donc c'est un peu scandaleux ce que je veux dire. Je vais me faire lyncher. Mais... Shame. Non, mais on peut faire un bout quand même. Il est vendu. Merci. Je suis venu juste pour ce bout. Moi, après, le podcast, je vois ça d'abord comme un moyen technique de diffuser. Savoir le fait, justement, de diffuser du contenu audio sur Internet via un flux RSS. Donc, est-ce que la radio et du podcast,
on peut dire que oui, de ce point de vue-là. Après, c'est plus du côté du comment on fabrique le contenu, quelles sont les limites qu'on a et la liberté de parole qu'on a dans un podcast aujourd'hui. C'est peut-être ce qui fait la différence entre du contenu produit professionnellement par une radio et ce que nous, on peut faire de notre côté. Ouais. Là, je crois qu'on arrive au sujet le plus important, finalement, de toute cette discussion. C'est en quoi les podcasts peuvent être différents de ce qu'on fait ailleurs, que ce soit la radio ou même les podcasts. Il y a des podcasts nouveaux. Quand je dis ça, je pense à ceux qui en font depuis presque 15 ans. Mais depuis quelques années, il y a des podcasts qui arrivent, comme ce que fait Anouk dans la même veine, qui ne sont pas du tout sur la même ligne que ce qu'on fait nous, et qui viennent, pour moi, je pense, enrichir le média du podcast, au même titre que la radio, finalement. Oui, techniquement, c'est du podcast, donc oui, c'est du podcast. Je suis sûr qu'il y en a ici qui écoutent depuis longtemps et qui ne seront pas d'accord avec cette question sur la radio, mais bon, ensuite, tous les avis sont valides dans le monde, presque. Mais oui, donc on arrive à cette question d'éditorial, qui est le dernier point que je voulais traiter, et qui fait vraiment le podcast. Je pense que Anouk et Siegfried sont les plus impactés par cet aspect, parce que je crois que vous faites des choses qui ne seraient peut-être pas possibles à la radio, tu le disais tout à l'heure. En partie pour Anouk, en grande partie pour Siegfried. Mais c'est possible. Tu crois que tu pourrais ? Ça dépend. On a aussi... ça pourrait au début des années 80 dans la radio libre, tu vois. On a tendance aussi à s'auto-censurer sur certains trucs. On n'en parle pas assez, mais quand on fait du podcast, on a aussi certaines limites auxquelles on fait attention. Ça nous arrive des fois de couper parce que ça pourrait mal passer. Nous, on s'en fout, mais c'est vrai que de plus en plus, on a tendance à faire ça parce qu'on se méfie beaucoup. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter par quelqu'un qui m'appelle au téléphone pour me menacer, quoi. Donc tu vois, pourquoi parce que j'avais répondu à un de ses tweets, il parlait d'un de nos podcasts où il y a quelque chose d'assez marrant sur les podcasts de l'apéro, je sais pas si c'est le cas partout, mais souvent quand on reçoit des femmes, systématiquement, on a du bashing sur Twitter, sur les commentaires, mais tout de suite. Donc il avait posté un message comme ça, je lui ai répondu en lui disant quelque chose qui lui a pas plu, et il m'a appelé pour m'insulter au téléphone. Et là, j'étais surpris parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, tu lui as donné ton numéro ? De quoi ? Non, non, il l'a trouvé, parce que c'est pas difficile de trouver mon numéro. Enfin, pour en revenir à ça, oui, donc vous faites attention quand même, mais par rapport aux réactions, ça. Oui, mais c'est vrai qu'on peut, on arrive quand même, on fait du contenu qui, à mon avis, passerait pas du tout à la radio, parce que c'est trop vulgaire, aussi parce qu'en termes de format, on n'est pas du tout formaté. On peut faire un numéro qui va durer 1h30, mais souvent on fait des numéros qui durent 2 heures, 3 heures, et pas forcément rempli de contenu très perspicace. Donc voilà, c'est l'avantage aussi du podcast. Au fur et à mesure que la soirée avance, voilà, en fait, l'inhibrité aidant. La liberté qu'on a dans le podcast, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup, et on ne pourrait pas être formaté à se dire, voilà, on va faire. On a essayé au tout début, parce que souvent quand on commence à faire du podcast, en tout cas à une époque, on commence à faire du podcast en pensant à la radio, en se disant on va faire de la radio en fait. Et on se rend compte que c'est une erreur, parce que la liberté qu'on a de parole, la liberté de durée, tout ça, c'est vraiment un avantage qu'on a avec le podcast, qu'on n'aurait pas justement en radio. Et donc, voilà, on en profite. Vous faites des émissions de 2-3 heures. Je sais que ZQSD, ça peut arriver que ça dure aussi. Je crois qu'on est à 2h30 de moyenne maintenant. Quelque chose comme ça. On s'est plutôt assagi. Mais c'est parce qu'on est parti dans ce moule-là aussi. Et d'ailleurs, maintenant, on a lancé donc, le mois dernier un nouveau format qui est beaucoup plus court et qui essaie de faire de la radio. Parce que... Enfin, qui essaie de faire la radio. Qui singe, je pense, un peu sans s'en rendre compte. Mais des codes radio, parce que... Je pense que les codes de la radio, ils sont quand même aussi intéressants. Ils ne sont pas nécessairement de nécessité. C'est aussi des choses qui sont, mine de rien, qui sont construites au fur et à mesure des années et qui sont intéressants. C'est intéressant de s'en inspirer. Corentin Lamy, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais moi j'aime bien faire les deux en fait. C'est pour ça qu'on fait vraiment un podcast de 2h30 où on dit en plus light, mais on dit des choses qui passeraient vraiment pas non plus forcément en radio, et un format plus éditorialisé, plus resserré aussi, qui pourrait, dans un monde idéal, peut-être y passer. Moi, je pense que c'est pas seulement le format, c'est les sujets aussi, quoi. Je pense que, par exemple, si au début du podcast, il y avait beaucoup de sujets tech ou de sujets jeux vidéo, c'est peut-être aussi parce que dans les médias radio ou télé, on avait l'impression que personne n'en parlait, quoi. Dans les médias généralistes, à part Le Monde, évidemment. C'est pas un sujet qui est ultra abordé non plus. Aujourd'hui, on voit toutes les problématiques autour du genre, la sexualité, le féminisme. C'est des sujets où je pense que les gens qui s'en emparent aujourd'hui en podcast, c'est parce qu'ils se sentent pas forcément représentés dans les médias traditionnels, ou en tout cas pas comme ils le voudraient. C'est plus sur
Le format, je pense que les deux peuvent exister, mais c'est plus sur l'éditorialisation, je pense, sur le sujet que tu vas aborder, que c'est vraiment un média qui laisse parler des gens qui ont l'impression qu'ils ne pourraient pas parler ailleurs. Moi, j'aimerais juste ajouter sur ce que tu disais, qu'il y a des podcasts qui, à la base, s'inspirent d'émissions de radio, mais récemment, moi, je vois beaucoup de podcasts qui s'inspirent eux-mêmes d'autres podcasts, donc c'est peut-être un peu la nouvelle génération. Et je pense c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Transfert, c'est génial. Bon, repartir sur ce thématique on va faire une interview sans entendre la voix du journaliste pendant 20-30 minutes, avec juste trois petites notes de musique électronique douce pour faire des virgules toutes les 3 minutes. C'est bien, ça a été fait. Maintenant, pensons à des nouvelles manières de raconter des histoires, des nouvelles manières d'exprimer les choses. De même que des talks, même si ça existe, il y a plein de manières d'en faire. Et j'avais un truc à ajouter que j'ai oublié, donc je te Tu nous interromps. Je pense la liberté, c'est quelque chose de super important et on a tendance à se restreindre. Donc voilà, je ne fais que répéter ce que tu dis. T'as pensé, toi, à la radio ou aux autres podcasts que t'écoutais? Est-ce que t'écoutais des podcasts avant de te lancer dans le podcast, d'ailleurs? Alors, j'écoutais pas du tout de radio, ça c'est sûr. D'accord. Et j'ai commencé à écouter, en fait, justement, des podcasts américains parce que j'aimais bien, tout simplement. Et je me souviens que j'avais écouté un podcast qui s'appelle Heavyweight, où en gros le principe c'est un gars qui va aider d'autres personnes à résoudre des problèmes qui leur sont arrivés dans leur vie plus tôt. Donc en termes de production, c'est juste il fait une interview de la personne, il va avec cette personne voir l'autre personne avec qui cette personne a eu un souci dans le passé, et au milieu de tout ça il y a une sorte de narration fleuve en voix off. Donc en termes de coût de prod, ça demande une interview, une deuxième séquence filmée, donc enregistrée, donc peut-être une journée d'enregistrement. Et après, tout joue sur la narration. Et je me disais, ok, c'est super intéressant de voir ça. Après, à l'époque, j'avais un peu regardé ce qui se faisait en France. Donc, c'était plus vers 2016-2017 en termes de témoignages. Il y a Transfert qui venait de se lancer. Il y avait Rivière à détente qui faisait un truc assez étonnant et assez nouveau. Et je pense que j'ai plus jamais entendu ce genre de format de discussion. Et ça, c'était cool. Mais vraiment, j'étais méga frustrée par le manque d'originalité dans les productions françaises qui pour moi s'imitaient toutes au moins dans le ton, et aussi le manque d'humour dans les reportages, parce que pour moi on a tendance à penser que parce qu'on a du sérieux dans l'éthique on ne peut pas faire de blagues à côté, et moi ça me semble super important de se marrer et de se dire ça peut faire partie aussi de comment on raconte une histoire, de comment on expose un sujet, de se marrer, de montrer les contraintes techniques, les bugs techniques qui nous arrivent, et de faire tout ça intégrer la narration. C'est marrant parce que ça, c'est un aspect aussi dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui me paraît aussi hyper important. Ça commence à faire beaucoup d'aspects importants, mais la liberté de ton, elle arrive par l'aspect éditorial, les choses dont on va en parler, mais elle arrive aussi par la manière dont on en parle. On parle de formatage, et il y a certains codes qui sont installés dans la radio. Il y a une manière de parler, je plaisanterai tout à l'heure en t'invectivant en utilisant ton prénom et ton nom. Ça, c'est un truc qui m'horripile un petit peu à la radio. C'est une manière de dire les choses, une manière de présenter les choses qui est hyper figée. Et dans le podcast, on peut avoir une conversation qui est comparable à celle que pourraient avoir des amis autour d'une table de café ou il y a beaucoup de podcasts qui ont commencé comme ça. Nous, c'était un peu le cas. C'était faire entre amis, enregistrer entre amis ce de quoi on pouvait parler. Une conversation, quoi. Voilà, s'enregistrer et le diffuser. En fait, juste ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, un truc qu'on voit beaucoup dans le podcast et qui personnellement me frustre et qu'on m'a parfois reproché au début, c'est l'idée que pour lancer son podcast, il faut avoir un format type en tête. Type faire un talk de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, même si le timing est fluctuant et c'est pas grave si un coup ça fait 30 minutes, un coup 1 heure. Mais en tout cas, ça, où on va parler de tel sujet et il va y avoir peut-être tel gimmick qui vont revenir, que ce soit juste le générique ou au moins une question qui va revenir à chaque fois à la fin. Donc il y a un peu ce côté, ok, on lance quelque chose, mais il faut avoir quelque chose en tête. Et moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie parfois de faire juste du petit témoignage, j'ai envie de parfois faire des formats de 5 minutes, parfois d'1 heure et demie, parfois de faire du reportage. Et je trouve ça vraiment, pas triste, mais dommage en tout cas de se limiter à un format et de se dire on va se lancer que dans ça, même si c'est rassurant. Moi je me suis juste dit si les gens me suivent, c'est juste parce qu'ils aimeront bien un truc que j'ai fait, ils vont voir d'autres trucs que j'ai fait. Mais honnêtement, quand je regarde le paysage podcastique actuel, je connais une autre fille qui fait comme moi, c'est-à-dire des formats différents et voilà. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait on peut tous faire plein de choses et c'est cool quoi, et on peut parler de plein de choses aussi. Mais c'est aussi une contrainte de production actuellement parce que j'ai pas forcément envie de
de travailler avec des boîtes de prod, parce que si c'est le cas, on va me demander un format récurrent et je ne me vois pas faire un format récurrent. Mais est-ce que tu as besoin des boîtes de prod ? Nous, ce qu'on fait, c'est sans argent. Pour ce que Sans éthique. aussi parfois. Mais peut-être que toi, la manière dont tu l'envisages, c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles je tenais à ce que tu sois dans l'émission, c'est parce que j'ai l'impression que tu représentes justement cette génération 2 ou 3 des podcasts qui a déjà, je vais dire, dépassé ce que nous, ce avec quoi on a démarré. Et tu envisages en fait le podcast de manière différente. Ouais. Alors oui, j'ai besoin des boîtes de prod parce que actuellement, les podcasts c'est ma vie, c'est comme ça que je gagne ma vie depuis 1 an et voilà, ça marche bien, donc c'est cool. Et me faire produire par des boîtes de prod me permet de gagner suffisamment d'argent pour à côté travailler sur des podcasts perso par exemple. Donc je travaille régulièrement avec des boîtes de prod, avec des marques, j'organise des formations. Voilà, je fais des trucs à droite à gauche qui me permettent à la fin de faire mes podcasts perso. Et puis même, de toute façon, je n'accepte pas des projets avec des sociétés de prod qui ne me plaisent pas. En général, c'est moi-même qui vais leur pitcher des projets qui ont besoin soit d'un peu plus de cadre, soit d'un peu plus de moyens. Il y a 1 an, j'avais fait un podcast sur la chlamydia, qui est une enquête en 5 épisodes sur qui m'a filé la chlamydia. Et à l'époque, c'était l'ami anglais. Ouais. Oui, je me souviens de cet épisode. Du coup, c'est en 5 épisodes et je m'étais lancée. J'avais commencé à produire toute seule des podcasts peut-être 6 mois plus tôt. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, je vais aller démarcher des boîtes de prod parce que je me sentais pas de le faire seule. Et je me suis dit, surtout, déjà, ça va permettre d'être payé pour ce que je fais, donc c'est cool. et au-delà de ça, ça va me permettre un encadrement qui va me permettre aussi une formation. Donc j'y gagne à bosser avec des boîtes de prod parce que je peux aller gratter, je peux dire au réal, tiens, viens, on va passer la journée que tu vas faire sur le mixage, je vais la passer avec toi, comme ça tu vas me montrer comment faire. Donc je me forme un peu aussi comme ça, donc vraiment moi j'y gagne à bosser avec des boîtes de prod. C'est marrant, je me rends compte à quel point l'approche est différente. Toi, tu vois ça vraiment comme un... on voit tous ça comme un métier. Moi, je vois ça comme un métier. Toi, tu vois ça comme un métier aussi, mais tu approches la chose d'une manière qui est beaucoup plus professionnelle que moi. Moi, je suis dans ma chambre, j'enregistre, j'appuie sur record et puis on discute. Plein de choses dans ma chambre. Oui, aussi, bien sûr, mais je veux dire, j'ai l'impression... comment vous voyez cette nouvelle vague de podcasts qui est très différente de ce que nous, on a fait historiquement, qui a été, je crois, peut-être que là c'est mon interprétation, mais je crois qu'elle a été amenée par des journalistes qui ont vu ce qui se faisait aux États-Unis et qui ont vu en fait un espace de liberté. Tu pourras me confirmer ou me contredire, Anouk, mais qui ont vu un espace de liberté qu'ils n'avaient peut-être pas à la radio et qui se sont dit « Ah mais c'est génial, on va pouvoir faire ça, ça va nous coûter moins cher, on va pouvoir dire ce qu'on veut, on va pouvoir traiter de sujets, comme tu le disais Corentin, dont on sent qu'ils sont nécessaires mais qu'on ne voit pas ailleurs. Mais ils font quand même les choses de manière très différente de ce que nous on fait. Nous, on s'assoit, on allume les micros et puis on discute. Vous les voyez comment ? Bon, j'imagine que vous n'allez pas me dire que vous détestez ça et qu'ils pourrissent le podcast de l'intérieur, mais... Tu veux dire les boîtes de production, les gens qui le font? Ouais, moi je pense je vais dire les noms. T'as remarqué comment chaque question, je réponds par une question aussi. Pardon ? T'as remarqué comment chacune de tes questions, je réponds par une question, ça m'aide de pas avoir à répondre. Non, mais tu veux parler des boîtes de Binge, aux Nouvelles Écoutes, à tous ces nouveaux types de producteurs de podcasts qui ont une approche, j'imagine, qui est relativement proche de ce que tu fais, Anouk. Enfin, à vrai dire, tu travailles souvent avec eux, donc ça correspond. Et qui font ça de manière beaucoup plus carrée, beaucoup plus professionnelle que nous. Je sais que moi, au début, ça m'a un peu étonné. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui avaient réussi à trouver un truc qu'on avait cherché un peu mollement et qu'on n'avait jamais trouvé, c'est-à-dire faire de l'argent avec du podcast. Et au début, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable comment ils font, qui sont ces gens. Mais en fait, je suis pas convaincu qu'ils soient déjà à cette étape. Hein. Je pense je ne connais pas leurs finances, mais on est au début, tu vois. Et justement, des trucs comme Ecas et ce genre de choses, c'est leur... je crois, j'imagine, leur ouverture vers ça. Mais que, en fait, maintenant, c'est comme... Tu posais la question, est-ce que la radio, c'est du podcast ? Pour moi, c'est une troisième chose, en fait. C'est encore... Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait le même métier. Et en même temps, c'est comme la radio, ça l'est quand même, parce qu'au final, c'est juste parler derrière un micro. Mais je me sens pas du... Je pense que c'est des écosystèmes qui se croisent et qui n'existent pas forcément sur le même... dans la même dimension podcastique, en fait, je pense. Mais je les vois arriver avec beaucoup de... Enfin, je me dis, c'est incroyable qu'ils arrivent effectivement à s'en sortir, à faire, a priori, à commencer à grappiller des sous et tout ça, c'est chouette. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression qu'on fasse exactement le même truc, donc ça reste un truc, malgré tout, plus à la cool, même si je pense que vous en gagnez votre vie avec encore, mais c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de pas faire le même métier, c'est ça qui est bizarre. Mais Anouk,
Tu voulais dire un truc ou je te vois acquiescer En fait, j'ai juste l'impression que aussi ce qui aide le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes qui font des podcasts, c'est qu'ils se sentent peut-être plus légitimes à la base à se lancer dans le podcast parce qu'eux-mêmes, ils ont peut-être la technique radio plus la technique d'interview. Et il m'arrive assez régulièrement de faire des ateliers auprès de gens pour qu'ils se lancent dans les podcasts. Et en fait, ce qui manque surtout, c'est la légitimité. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ces ateliers, il n'y a que des meufs qui me disent mais je me sens pas de le faire parce que imagine j'ai pas la question suivante et compagnie. Et je pense que c'est ça qu'il faut bosser le plus, c'est juste la confiance en soi des gens. Et c'est plus simple quand en fait tout simplement on a eu 50 formations à l'ESJ où on t'a dit t'inquiète, tu vas percer en tant que journaliste, et tout d'un coup tu te dis du coup j'ai même pas besoin d'un média, je peux le faire tout seul. C'est vrai. Tandis que d'autres vont se dire j'ai jamais touché un enregistreur, j'ai jamais fait d'interview, comment ça semble une montagne quoi quand on l'a jamais fait. Ouais, il y a l'aspect technique et l'aspect pratique quoi du métier. Siegfried, toi, tu vois ça comment, les nouveaux... Plutôt bien. Pourquoi ? Parce que ça donne plus de visibilité au podcast. Il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant, une nouvelle génération. Il y a toujours eu des vagues tous les 2-3 ans de nouveaux podcasteurs qui, des fois, étaient influencés par les anciens, qui voulaient faire la même chose, et d'autres qui se lançaient avec des formats totalement nouveaux. Et au final, ça peut être que positif, je trouve. Alors, effectivement, ils ont réussi à faire de l'argent là où nous... là où nous on a ils ont plus l'ambition de le faire, mais... Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ils font un truc qui est... Je dirais pas plus proche de la radio, c'est pas plus proche de la radio, c'est juste plus poli, plus travaillé, plus propre, ouais. Oui. Mais c'est là aussi différent de la radio, c'est encore autre chose. Et moi aussi, j'écoute certaines émissions de radio, je l'avoue ici, une fois par an, Corentin, en podcast. Mais c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Et il y a des choses effectivement intéressantes qui se font dans cette autre manière d'aborder le podcast. Moi, j'avoue que si on fait du podcast, nous, en mode un peu amateur et tout, déjà parce qu'on n'est pas du tout organisé et qu'on est des branleurs, mais c'est parce que moi, je sais que j'aurais pas envie vraiment de faire du podcast pro. En fait, ça m'intéresse. J'ai pas envie sur mon temps libre de refaire ce que je fais déjà sur mon boulot. En fait, ça m'intéresse vraiment pas beaucoup. Et il y a quand même une côté un peu récréation qui se prend pas trop au sérieux, qui est quand même un truc qui reste une proposition que je sais pas, moi, je sais qu'il m'intéresse plutôt pas mal, quoi. Et ça, c'est un peu typique, je pense, peut-être de notre génération de podcasts, à savoir qu'on se réunissait pas tant pour faire du podcast que pour se retrouver en amis et passer un bon moment ensemble. Et c'est encore ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui. Juste les boîtes de prod, elles cherchent à faire de l'argent. Je pense que c'est juste ça la différence entre les boîtes de prod et vous. Puis en plus, pour faire de l'argent, il faut avoir une équipe commerciale, il faut avoir des gens qui s'y connaissent. Personnellement, je suis très contente d'avoir des commerciaux autour de moi pour m'aider à ça et de ne pas avoir à gérer ça, sinon j'en vivrais pas non plus. Tu t'en sortirais pas, ouais. Je crois que, oui, bien sûr, ils cherchent à faire de l'argent, mais il y a aussi, mine de rien, les particularités du podcast dont on a parlé, qui leur permettent de faire des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ne serait-ce qu'au niveau, même s'ils ont peut-être des coûts de production qui sont plus élevés, ce n'est pas des coûts de production de radio. Ils n'ont pas besoin de payer des licences de diffusion, ils n'ont pas besoin d'avoir des studios où ils vont recevoir des... Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ces histoires, parce que si tu dois être à la radio, tu dois être rentable à la radio et plaire à une audience qui est sans commune mesure avec celle qu'on peut avoir. Et donc, tu t'es obligé mécaniquement de plus traiter les mêmes choses, de plus les traiter de la même manière. Il y a toute une infrastructure derrière que nous, on n'a pas. Nous, c'est très simple. C'est ça. Un studio de radio, ça coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Puis après, c'est une sorte de recherche de modèle économique où je pense sincèrement que la plupart des sociétés de prod, de podcasts actuelles, récentes, c'est-à-dire Louis Média, Nouvelles Écoutes, Binge, ont envie de produire des contenus chouettes, mais après se retrouvent un peu avec cette problématique de combien on va pouvoir en produire, pour combien de peut-être best-sellers qui vont permettre de faire marcher le navire, et puis aussi combien on va payer les auteurs en fonction, les intervenants en fonction, et c'est pas forcément bien payé, quoi. Ouais. C'est difficile parce qu'on est effectivement dans une période où le podcast commence, là on commence à peine à arriver. L'arrivée des castes, à mon avis, est assez importante parce que c'est la première fois qu'on a un moyen tout en main, hyper simple, d'avoir une monétisation de l'audience qui ne soit pas juste le financement participatif que moi je remercie tous ceux qui sont là tous les jours que Dieu fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont pas sur ce modèle et qui sont obligées de se reposer sur la pub. Et jusqu'à maintenant,
ça n'existe. Enfin, c'était hyper dur. Il fallait aller démarcher les annonceurs soi-même, leur expliquer ce que c'était que le podcast, leur dire OK, donc on va vous faire du reporting. C'est hyper important le reporting en pub. Reporting comme ça pour voir le nombre d'épisodes qui a été téléchargé, etc. C'est tout un monde qui est compliqué. Et quand on se lance dans le podcast, on se dit moi je veux faire des émissions. Même, je pense, les sociétés de prod qui ont des journalistes à leur tête, ils se disent on va faire des trucs intéressants qu'on ne peut pas faire ailleurs. On n'est pas capable d'ajouter toute la brique facilement, monétisation, pub, tout ça. Donc Acast et d'autres qui font pareil sont Acast. Ouais, ils veulent pas qu'on dise Acast. Acast, effectivement, ils apportent une solution clé en main qui, pour moi, est aussi importante que Patreon pour le financement participatif quand ils sont arrivés. Donc peut-être, je leur souhaite que ça fonctionne bien et qu'ils puissent se développer de cette manière, mais effectivement, c'est une autre type, et je voudrais juste rebondir en conclusion, avant de passer aux questions, sur ce que tu disais, Corentin. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de faire le même métier. Et dans les podcasts, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un petit peu... En fait, les podcasts, c'est un moyen technique, comme les sites web. Et les sites web, on en fait ce qu'on veut, quoi. Les podcasts, on en fait ce qu'on veut. Les podcasts, c'est quoi ? C'est ce qu'on y met. Et c'est vrai que... avec ZQSD, l'apéro et moi, j'ai l'impression qu'on est relativement proches dans ce qu'on fait. Peut-être un petit peu moins après, on n'est pas dans le métier, nous. C'est vraiment, ça reste un loisir à côté. Non, quand je dis métier, je veux dire l'activité. Oui. Parce que si la on façon se parle, dont on produit. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on se parle, moi, je vais dire je fais un petit peu comme on s'assoit, on parle, et puis c'est un petit peu comme l'apéro, c'est un peu comme ZQSD. Mais c'est très différent de ce que fait la radio en replay. C'est très différent de ce que font Anouk ou des gens comme Binge. Donc il y a plusieurs strates dans le podcast. Strates, c'est hiérarchique. Il y a plusieurs entités, plusieurs manières de faire dans le podcast. Et je pense vraiment, contrairement à ce que diront certains, qu'elles sont toutes légitimes. On est consensuel ici, on ne va pas dire le contraire. Hein. mais non, mais c'est vrai. Et ça apporte à chaque fois plus. Parce qu'il y a des gens qui disent « faudrait que le podcast, ça soit juste comme ci, juste comme ça », mais on s'enferme. C'est les tuyaux, c'est tout. Enfin, moi, Des tubes, des intertubes. Oui, on revient là-dessus, mais... Oui, c'était quoi ta question ? C'est quoi la question ? Qu'est-ce qu'on fait là ? De quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est qu'un podcast ? C'est un tuyau, voilà, c'est bon, j'ai répondu, on veut y aller. C'est ce qu'on veut, hein, voilà. Ouais, non, mais c'est ça au final. Il y a autant de podcasts que de podcasteurs. Ouais, que de podcasteurs, voilà. On est au top du consensuel. Non, mais au-delà de tout ça, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'on en est au tout début, ce qui veut dire qu'il reste encore plein de choses à faire et que c'est bien de regarder le passé, mais c'est cool aussi d'imaginer qu'on pourrait aller vers de nouveaux horizons aussi. Ça, c'est un truc qui est important et auquel on ne pense pas forcément assez, je crois, dans les publics et dans les producteurs qui sont des anciens, c'est qu'on est vraiment au début. Ouais. Le podcast, ça a mis longtemps à se mettre en place. Je pense qu'on est un petit peu plus en place qu'il y a quelques années, mais ça a mis longtemps et c'est le début. Et ça va continuer à évoluer, à changer. Nous, on va aller nulle part. On sera toujours là dans 20 ans à faire des podcasts dans 40 ans à faire des podcasts depuis la maison de retraite, dans mon cas. Mais ouais, c'est vraiment le début. Vous avez un souhait pour la question totalement posée comme ça, vous avez un souhait pour le podcast dans les 20 prochaines années ? Waouh. Écoute, c'est voir un peu loin... Ça continue ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que ça reste un espace de liberté. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, comme Internet, c'est des choses dont on craint qu'elles puissent être contrôlées, qui puissent être parfois un peu... qui rentrent un peu de plus en plus dans des cases et tout, que ça reste un espace de liberté pour les 3 entités dont on parle, et peut-être même une 4e un jour, ou une 5e, j'en sais rien, mais qui sont à la fois les amateurs, les pros, et puis la radio qui rediffuse tout simplement. Ouais. Voilà. Que ce soit toujours aussi sympa pour les oreilles, et qu'on découvre encore de nouveaux formats et des nouvelles manières de faire. Ouais. Et que ce soit plus simple de faire des flux RSS aussi. Mais c'est facile, c'est toi qui te prends la tête tout seul. Vous m'expliquerez après, vous m'expliquerez, mais je sais pas. Ouais. J'ajouterais à ça, et on va me dire que j'en parle beaucoup, mais qu'on puisse plus facilement, si on le souhaite, faire de l'argent avec cette activité, parce que c'est un élément évidemment important, quoi. Moi, je compte plus le nombre de podcasts qui se sont arrêtés au bout de 2-3 ans, parce que c'est dur, c'est pas évident, et puis au bout d'un moment, t'as beau être amateur et le revendiquer, quand t'as un truc qui change dans ta vie, c'est pas facile de continuer. Ça prend beaucoup de temps, c'est ça surtout. Bon, bref, voilà, donc vous comprenez maintenant très bien ce qu'est le podcast, sans problème. J'espère en tout cas qu'on a fait un petit panorama exhaustif de ce que ça peut représenter. On va passer à la partie questions-réponses. Vous avez des questions ?
Il y a des gens ici, je vois là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro qui peut nous faire passer? Merci beaucoup. Guillaume, je le connais, lui. Ça va être une question incroyable. J'ai 2 questions. J'ai une question pour Siegfried et une question pour Anouk. Alors, question pour Anouk. Donc, on parlait de cette nouvelle génération de podcasts post-sérial relativement récente, que tu représentes un petit peu aujourd'hui sur cette scène. J'ai l'impression que dans cette nouvelle génération, en tout cas en France en particulier, il y a un sujet qui est très récurrent, qui est le féminisme. Est-ce que tu as l'impression, en produisant tes podcasts, et de manière générale sur ces podcasts récents dans ces dernières années, qu'il y a une utilité, une fonction, un rôle, un effet féministe émancipateur que tu constates chez tes auditeurs, chez tes auditrices? Et la question pour Siegfried, quand est-ce que Patrick revient dans la cave de l'apéro? Écoute, il faut demander à Patrick, il est le bienvenu quand il veut. Mais la dernière expérience était un peu dure pour lui, je crois. Je me souviens que tu as dit à la fin, je ne reviendrai plus jamais ici. Si c'est la dernière fois. Alors que tu attendais ton métro à 6h du matin. Non, on se débrouillera un moment quand je serai de passage à Paris. Je ne vis plus en France, donc vous m'intégrez par Skype. Ça, c'est possible. Oui, c'est possible, techniquement. Voilà. Tout est possible. Donc, Anouk, la question du féminisme. Alors déjà, je ne suis pas forcément une experte au sujet de que pensent mes auditeurs sur le féminisme. Moi, c'est quelque chose, c'est plus une... j'ai jamais fait un podcast qui disait venez, on va parler de féminisme aujourd'hui. Ça a plus été un truc qui est distillé dans l'angle que je donne à mes sujets, mais... que dire? Je pense, est-ce que ça fait du bien au féminisme? Est-ce que ça fait augmenter le féminisme? J'en sais rien. Je pense que ça fait partie d'une vague plus globale du fait qu'on en parle plus dans les médias en général. Je pense que, est-ce que ça fait du bien? Ça fait au moins du bien aux personnes qui les produisent, ces podcasts, pour en connaître quelques-unes. Je sais que ça leur a permis de faire grandir leurs idées, se renseigner sur le sujet, rencontrer des personnes passionnantes pour parler de ce sujet. Autour de moi, chez les auditrices, surtout que je connais de ce genre de podcast, ça leur a permis aussi de faire évoluer leur pensée. Donc oui, c'est positif. Maintenant, je ne sais pas à quel point c'est positif. Parce que aussi, l'échelle à prendre en compte, c'est que même si les podcasts sont de plus en plus écoutés, c'est quoi être beaucoup écouté? Et ça, on ne sait pas, vu que les chiffres restent un gros tabou. Donc voilà. C'est marrant parce que ça me fait penser au fait qu'un petit peu comme au début, on faisait le parallèle avec le web tout à l'heure, un petit peu comme au début de l'histoire du web, c'était super de tous les côtés, tout le monde, plus de liberté, tout le monde était content, on peut parler de tout ce qu'on veut et donc de sujets positifs, de féminisme, machin. Quand on dit, on espère que ça va durer, quand est-ce qu'on va avoir les premiers podcasts qui vont parler de sujets un petit peu moins... la fâchosphère il y a le Raptor Dissident qui a déjà lancé son podcast. Ah oui? D'accord, ouais. Bon ça commence alors. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui, je pense, va se poser à notre média, comme il se pose à tous les médias et toutes les formes de communication. La question de la modération, c'est vrai qu'elle est importante sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Aujourd'hui, en podcast, il n'y a aucune modération, puisque c'est un truc complètement désacralisé. Oui, et c'est très difficile à modérer. C'est quasiment impossible. Si tu veux simplement t'héberger ailleurs, t'es hébergé ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Après, le féminisme, pourquoi ça marche si bien en podcast? C'est parce que souvent, c'est des meufs qui ont l'impression qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de vraiment prendre la parole et de prendre le temps dont elles ont besoin pour prendre la parole et exposer leur sujet. Et tout d'un coup, on leur offre une plateforme. Enfin, le podcast, c'est une plateforme où tu peux prendre tout le temps que tu veux pour parler du sujet que tu veux. Donc, actuellement, c'est un sujet à tout point donné. Plus le côté, les podcasts qui se créent, qui souvent vont s'inspirer d'un podcast préexistant. Et moi, par exemple, la question que je me pose sur les podcasts féministes, c'est que j'en ai vraiment beaucoup écouté. Et je commence à un peu me lasser. Et je pense que ça manque pour l'instant d'un podcast où on se marrerait en parlant de féminisme. Mais bon, c'est peut-être moi qui pense. Un truc à faire. Voilà, un truc à faire. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. J'en ai trop entendu parler, honnêtement. Ouais. Bon. Enfin, j'ai pas trop envie de le faire personnellement. Donc je laisse aux autres. Bon, un avis, un conseil à certains qui pourraient penser à faire quelque chose ou un autre podcast à faire, c'est le podcast ASMR. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai envie de l'écouter. Franchement, faites-le. Sur 3h30 des mecs qui mangent des chips, il y en a déjà deux. Hein. On a déjà essayé. Bon, je ferai un épisode du Rendez-vous Tech spécial ASMR. Je vous parlerai comme ça. Oh, mais franchement, fais-le et je l'écouterai pour dormir. Une autre question quelque part? Jeune homme là-haut. Je vais continuer à parler en ASMR jusqu'à ce qu'on ait la question. Bonjour. Allô. Vas-y.
Qu'est-ce que l'ASMR ? L'ASMR, c'est un courant de vidéos YouTube. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais en tout cas sur YouTube, c'est beaucoup de vidéos où des gens vont faire des sons un peu apaisants. Typiquement, chuchoter dans le micro pendant 1 heure. Et visiblement, ça crée pour certains une réponse dans le cerveau qui apaise, qui relaxe, qui détend. Ou toucher du sable pendant 1 heure. Il y en a plein. Hein. Quelle est ta question ? Bonjour, je suis déjà particulièrement content d'être là et enfin rencontrer Patrick Béja qu'on écoute toutes les semaines. Merci. Ma question, c'est par rapport à, vous avez parlé de la liberté et de l'espace de liberté que représente le podcast et aussi de la question du financement. Quelles sont vos positions sur la publicité ? Et puisque je sais que Patrick, ta position a peut-être un peu évolué ou en tout cas que tu as modifié ça récemment. Quelle est votre vision sur la place de la publicité dans les podcasts ? On va poser la question à Siegfried en premier. Nous, on n'a jamais voulu insérer de publicité, de vraie publicité, parce que ceux qui ont déjà écouté ont pu l'occasion d'écouter des fausses publicités qu'on passe de temps en temps. Pourquoi ? Parce que principalement, ça nous emmerde d'avoir à discuter, de se dire, comme on a un sponsor, il va falloir pas tout dire, on va se limiter, on va nous-mêmes se limiter sur certains sujets. Bon, je disais que des fois, on faisait l'autocensure, mais très très légère. Mais donc, on s'est jamais posé trop la question. En fait, on était tous d'accord. On bosse à 4. On a toujours été d'accord tous les 4 pour se dire que la publicité, pour nous en tout cas, c'était pas une façon de se financer. On préfère en appeler directement effectivement au financement participatif, aux auditeurs qui veulent nous soutenir via Patreon, via PayPal, etc. Voilà. Corentin ? Nous, je pense ça arrive. On croule pas sous les propositions, mais quand ça arrive qu'on nous parle de propositions, ce genre de choses. Enfin, nous, à chaque fois, je suis le seul à porter. Je pense que je suis un peu l'incarnation du sérieux dans ce podcast. On a un Discord commun où je poste à chaque fois qu'on reçoit un truc et en général personne répond et il y en a un qui dit non mais on s'en fout. Donc voilà, ça se joue. Mais en fait, je pense qu'on se sentirait un peu con de faire un podcast aussi léger, léger, qui peut être un peu lourd parfois aussi, et à côté d'avoir ce genre d'obligation, on aurait l'air de se prendre un peu au sérieux, on aurait l'air un peu con. Mais encore une fois, nous on fait avec le nouveau format qu'on fait, qui est plus court, qui est plus sérieux. Si ce genre de choses devait se présenter, je sais qu'on y réfléchirait et qu'on trouverait ça plutôt cool dans l'absolu. Mais c'est pas une position idéologique en fait. Quoi. Non, c'est vraiment, ça dépend du format en fait. Et sur le format ZQSD qui aujourd'hui qui est celui qui est écouté et qui pourrait éventuellement intéresser pas grand monde, mais peut-être quelques personnes, ça nous intéresse pas du tout. Nous, en fait, on s'en tirait un peu bête, je pense. Anouk ? Alors moi, j'ai vraiment rien contre mettre de la publicité. C'est juste que j'ai pas forcément d'annonceurs qui sont venus me voir. J'ai Nouvelles Écoutes qui s'occupe de faire la régie pub sur mes podcasts depuis 1 an. Et il y a eu une proposition qui ne s'est pas faite. Et là, il va y en avoir, mais sur un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Enfin bon, bref. Du coup, moi, c'est assez compliqué aussi parce que j'ai des podcasts qui parlent de sexualité et c'est pas un sujet qui plaît aux annonceurs. Et aussi parce que de base, il n'y a pas beaucoup d'annonceurs qui veulent faire de la pub sur les podcasts, vu qu'on a beau dire oui, le podcast, ça devient le nouveau média. Oui, enfin, j'ai l'impression que ça devient le nouveau média chez les petits Parisiens trentenaires, mais qu'en dehors de ça, dès qu'on sort de notre petite bulle de gens intello, le podcast, YouTube, enfin voilà. Ouais. Donc je pense qu'il y a un double problème il n'y a pas de publicité, très peu en tout cas. Même quand j'écoute les gros studios qui ont des régies pubs intégrées, donc avec des commerciaux qui vont démarcher des marques en permanence, il n'y en a pas sur tous les épisodes, pas sur toutes les émissions. C'est pas forcément super bien payé en ratio. Même si ça peut l'être. Et après, moi, j'avais pensé à faire un financement participatif, mais ça me gêne un peu dans le sens où je sais que je suis écoutée par des gens assez jeunes et pas forcément très riches, et j'ai pas envie que ce soit Rachel, étudiante à Nantes, qui me file 3 € par mois. Enfin, non, on va t'acheter un kebab à la place, quoi. mais bon, ça, c'est mon avis, et après, j'ai trouvé un modèle économique autre. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où ça me fait chier de me dire que ça fait 2 ans que je produis des épisodes sur ma chaîne, et j'ai touché littéralement 0 € dessus, quoi, sur une 40aine de productions. Donc, en jour de travail, il y a clairement plusieurs mois de travail mis sur ma chaîne qui ont été impayés. Et ça va 2 minutes de se dire oui, pour la passion, la beauté de l'art. Non. À Paris, les loyers sont chers, la vie est chère. Et je suis contente d'enfin sortir la tête de l'eau, parce que ça fait 6 mois que je commence à avoir un salaire correct. Et quand je dis correct, c'est au-delà d'un SMIC, en faisant des podcasts. Mais s'il y a des annonceurs dans la salle où j'écoute ce podcast, moi j'ai aucun souci, j'ai aucune limite, je fais ça pour la thune, donc les assurances, les voitures. Ouais. Oui, bonjour, Hubert Montoya. En fait, je suis
gérant d'un studio d'enregistrement. Justement, la question vient à un point nommé. D'abord, bravo à tous, parce que moi qui découvre le podcast, pour moi, c'est l'initiative. Donc, c'est très important d'avoir l'initiative de faire quelque chose, déjà. Et donc, justement, la question à point nommé, qui peut se poser à Anouk, quel est le modèle économique du podcast et notamment la monétisation pour des gens qui voudraient se lancer dans le podcast, tout simplement? Après, il y a plein de manières. Donc, le modèle économique, je ne pense pas qu'il y en ait un. Et puis aussi, ça dépend si tu es seul. Parce que moi, je connais pas mal de gens qui se sont lancés en même temps que moi seul. Et je connais 3-4 personnes qui s'en sortent aujourd'hui comme moi. Enfin, on est vraiment très, très peu. Après, je connais peut-être pas tout le monde et il y en a peut-être d'autres. Après, quand on intègre une boîte de production, donc c'est des gens qui ont peut-être choisi de se faire recruter en CDD, CDI et grandir leur face par une société de prod, ça peut être juste ça. Donc, le modèle économique, ça va être le salariat, ça peut être la débrouille, ça peut être avoir un job à côté et gagner 2-3 sous via le podcast, ça peut être créer sa société de prod et gagner des sous, que ce soit en faisant des podcasts marque blanche, donc pour une marque, sans dire que c'est nous qui l'avions produit, ou faire des podcasts avec des marques en disant publiquement, nous, Nouvelles Écoutes, avons produit tel podcast avec une marque. Il y a 1000 manières de gagner de l'argent. Il y a la pub, il y a l'autofinancement. Le financement participatif. Disons que il y en a, on va dire, 2 essentiels. Le financement participatif d'une part, c'est-à-dire comme le font, on le fait tous les 3, voir développer une audience et puis leur dire ensuite vous êtes super cool, vous nous aimez bien, donnez-nous des sous. Ou les traiter de cons dans le cas de... Oui, ça marche aussi, Captain. Ça marche très bien. C'est littéralement ce qu'ils font. Mais... Oui, et les gens nous donnent de l'argent. Effectivement, et ils donnent des sous pour une émission qui est gratuite. Ou alors, effectivement, mettre de la pub, ce qui est compliqué, c'est le plus compliqué encore aujourd'hui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'infrastructure est naissante. Donc, il n'y a pas d'écosystème autour, donc c'est un petit peu compliqué. C'est pas vraiment une troisième voie, mais je sais que les podcasts professionnels aussi peuvent faire appel à des pigistes, qui sont comme dans le cas de journalistes pigistes, qui peuvent te payer au podcast ou à la participation à un podcast. Oui, bien sûr, mais d'où est-ce que vient l'argent qui rentre dans le podcast? Ah oui, pardon. C'est ça la question. J'étais à l'autre bout du tuyau. Dans le podcast directement. Parce que moi aussi, sinon, tu vois, je gère le montage de podcasts d'autres personnes, et ils me payent pour ça. Oui, mais d'où est-ce qu'ils ont l'argent, eux? C'est soit par la pub, soit par le financement participatif. Ah, ces gens-là, non, le montage que je leur fais, c'est pour leur propre podcast perso, donc il vient du fait qu'ils sont bien payés dans la vie, quoi. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est ça. Le podcast ne gagne pas d'argent. Non, puis le problème aussi, juste vite fait, c'est le problème des statistiques, c'est qu'on a très peu de retours pour savoir, on peut savoir à peu près le nombre de téléchargements, mais on ne sait pas si les gens écoutent vraiment. Et ça, les annonceurs sont vraiment très fileux par rapport à ça. Donc, et c'est pour ça aussi que je parlais, peut-être que les gens ne se rendent pas bien compte, mais je parlais d'Acast et des concurrents, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est hyper important pour cette partie de l'évolution du média. Et moi, c'est un revenu qui est minime par rapport à ce que je fais, peut-être que je développerai à terme, mais pour une énorme partie de l'industrie du podcast, ça va leur permettre de se développer, j'espère, et si ça continue dans cette direction, développer et d'exister et de faire vivre ce métier. Oui, petite remarque. Enfin, vraiment, pour moi, ça nécessite une précision. C'est juste que les audiences dans le podcast sont une donnée quasi secrète pour beaucoup de studios et surtout impossible à donner exactement parce qu'on ne sait pas c'est quoi une écoute. Est-ce qu'une écoute c'est un téléchargement? Parce qu'on peut télécharger puis après lancer le player 3-4 fois. Acast travaille sur ça, il y a une normalisation avec l'IAB. Acast propose une norme. Acast est arrivé en France il y a 3 mois. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il y a du podcast en France et ça fait 3 mois qu'il y a enfin une plateforme qui dit OK, on va vous mettre une norme. Ça existait, il y avait PodTrack avant aux États-Unis qui faisait ça très bien et tout le monde n'était pas pour l'utilisation du truc. Moi je l'ai toujours utilisé, mais SoundCloud faisait beaucoup de downloads et ça plaisait à certains. Bon bref, on déballera ça dans 5 ou 10 ans quand on pourra. Je sais pas si... Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette émission. C'était très intéressant. Et en vous écoutant, j'ai réalisé, en fait, peut-être qu'un truc qui vous liait tous. C'est l'amitié. Voilà, évidemment, le pouvoir de l'amitié. Mais au-delà de ça, c'était le côté, en fait, très incarné de ce que vous faites, de votre occupation. Et moi, en tant que journaliste, on m'a rabâché, on m'a tout le temps dit que le journalisme incarné, c'était pas bien, qu'il fallait un peu disparaître derrière son sujet, ou notamment dans les reportages. On note jamais vraiment le journaliste qui fait le reportage à la radio, alors que chez vous, à chaque fois dans vos émissions, ce qui vous lie tous, c'est le côté très incarné. Et au final, peut-être que vous en jouez un peu, c'est peut-être un peu ma question, puisque c'est grâce à ça que vous allez parfois toucher de l'argent quand c'est
du financement participatif. Et donc ma question c'est ça, est-ce que vous en avez conscience et est-ce que vous appréciez cette manière de faire du son qui se détache de la radio en faisant quelque chose de très incarné, de très personnel? Je crois que c'est la remarque la plus intelligente que qui que ce soit ait dit aujourd'hui. Non, c'est exactement ça. Si on doit définir effectivement encore mieux qu'on l'a fait tout à l'heure le podcast, c'est que la personnalité des gens qui sont aux commandes se ressent énormément. Et si on parle de financement, le financement participatif, si moi j'ai réussi dans cette voie, c'est parce que les gens, ils voulaient donner à l'émission parce qu'ils aiment bien l'émission, mais encore plus que ça, ils voulaient donner à Patrick. Parce qu'ils aiment bien Patrick, j'espère. Vous m'aimez bien toujours ? Ouais, c'est moyen, hein. D'accord. Mais oui, non, moi je pense que c'est fondamental. Ouais. C'est la personnalité de la personne qui passe à travers l'émission. Mais ça me rappelle une anecdote où une fois il y a une école de journalisme à Strasbourg qui m'a fait venir pour faire une conférence sur le journalisme incarné. Du coup, j'y suis allée et bon, j'ai un peu parlé 10 minutes, puis après c'était du question-réponse et vraiment je me suis fait tracher pendant 1 heure par des gens qui me disaient non mais en fait on nous dit pas ça en cours, c'est de la merde. Il y a un élève qui m'a demandé mais est-ce que vous vous sentez vraiment légitime à venir nous faire une conférence alors que vous n'êtes pas une journaliste? Et moi ça m'a vraiment fait de la peine de voir des gens ultra jeunes parce qu'en école on a quoi, moins de 22-23 ans, et avoir un esprit aussi fermé sur l'idée qu'on peut faire du journalisme autrement. Et je pense que c'est important que tout le monde ait ce message que le journalisme, c'est avant tout une éthique, donc couper les témoignages, faire en sorte de ne pas donner d'informations fausses et non vérifiées surtout. Bon, c'est ça. Après, le reste, on s'en fout. Et oui, peut-être que quand vous travaillez pour des médias, oui, il y a un rédacteur en chef, il y a un format, il faut faire 22 minutes et pas plus. Quand on n'a personne d'autre, on fait ce qu'on veut. Et sinon, oui, moi, je suis contente de faire quelque chose de très incarné, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas de format typique, j'ai plein de trucs que je fais un peu différentes à chaque fois. Et je pense vraiment que les gens me suivent pour Anouk et ne suivent pas forcément pour toutes les thématiques que je touche. Et c'est des messages que je reçois assez régulièrement, d'entendre des gens me dire écoute, j'ai cliqué pour écouter ce podcast alors que la thématique, je m'en fichais un peu, mais je voulais voir comment tu la traitais et finalement la thématique m'a plu. Donc ça crée quelque chose. Après, il y a des versants négatifs à base de gens bizarres qui m'envoient des messages et qui me disent ouais, je t'ai vu à République avec une tente quechua sur le dos, et je sais que j'étais passée la veille à République avec une tente quechua sur le dos. Et je me dis, on se sent un peu bizarre. J'ai eu un tweet il y a 2 jours de quelqu'un qui m'a croisé dans la rue qui me dit j'ai pas voulu te déranger, mais je t'ai vu à tel endroit. T'aurais dû dire bonjour. Oui, mais il y a ça, il y a les mecs qui se branlent un peu dessus aussi. Bon, ouais, voilà. Ça, moi j'ai moins, mais c'est le privilège d'être un homme. Donc, je vais juste saluer mon agent des impôts qui m'a envoyé un message avant-hier en le signant de mon pseudo en disant bonsoir Monsieur Walou. Et je me suis dit, c'est vrai. C'est la meilleure histoire. Donc voilà, je le salue s'il nous écoute. Oui, quelque chose à dire. On va s'arrêter. Je pense que pour le talk, en fait, on n'a même pas tellement le choix, parce que je pense que le talk, c'est un exercice qui de toute façon n'est intéressant que s'il est incarné, parce que ce qu'on dit est diversement intéressant. En tout cas, on ne produit pas du contenu comme tu peux en produire. Donc du coup, le contenu, c'est un peu nous déjà, donc on est un petit peu obligé de le faire. Et en plus, je pense que c'est accéléré par le fait qu'on soit présent. Forcément, on est un média web, et par définition, on est souvent présent après sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et donc en fait c'est un accélérateur d'incarnation, et on n'a même pas tellement le choix en fait, je pense. On va s'arrêter là, Siegfried. Si on prend l'écran qui s'éteint, je pense qu'on va peut-être s'arrêter. Je crois qu'on a bien résumé, écoute, l'aspect du podcast, personnel. C'est bien, voilà. Le podcast, c'est personnel. Exactement. Et personne ne l'incarne mieux que l'apéro du Capitaine. Merci à tous les 3, merci d'avoir été là. À très vite dans un nouvel épisode. Ciao à tous.